Salut à tous, bienvenue. Bismart sur Sud Radio. Tiens, et puis alors on va démarrer. Cut, tout de suite, une rencontre. Un entrepreneur qui s'est mis dans la tête de faire un vélo. Un vélo incroyable. Et puis qui veut le faire en France, évidemment. Donc il va tout nous raconter. C'est parti. Xavier Varnier est avec nous, fondateur de Heritage Bike. Et de toute façon, il faut. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un vélo ? Il faut le voir. Voilà. Ah, ça, C'est le seul moteur électrique, c'est le seul moteur, donc on va le voir tout de suite. Ce vélo qui ressemble, alors je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio ou nous écoutent en podcast, c'est une Harley Davidson que vous avez fait, quoi. C'est ça, hein ? Qui d'ailleurs sort un vélo aussi. Non. Si. Alors de l'année prochaine, je pense. Mais il va être moins bien que le vôtre. Moi, je trouve, mais après, c'est une histoire de goût. Bon, c'est quoi ce... Alors voilà, c'est une Harley Davidson. Essayez de vous imaginer ça en vélo. Puis sinon, allez voir. Vous allez, vous tapez Google Heritage Bike. Atelier. Heritage Bike. Oui, mais enfin, Heritage Bike, ça marche aussi. Ça marche aussi. En fait, c'est pas un vélo, un vrai vélo, dans le sens, c'est pas le vélo de Monsieur Tout le Monde, et c'était volontaire. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un plaisir de conduite et puis avoir une démarche presque militante, parce qu'on va parler de Made in France, je pense qu'on va en parler. Ouais. Regardez pas trop l'image parce que ça vous éloigne du micro. D'accord. Vous le connaissez, votre vélo, donc allez-y. Ok, ouais, c'est vrai. Allez-y, Xavier. Du coup, je reprends où ? Ouais. Non, allez-y. Ouais. Donc voilà, c'était un vélo vraiment qu'on voulait différent. Et on est allé jusqu'au bout de notre démarche, en fait. À la base, j'ai fondé cet atelier Heritage Bike avec mon beau-frère qui est designer automobile, qui a créé ce vélo, qui l'a dessiné. Au début, il était très conceptuel. Et puis, moi, à l'époque, je voulais acheter un vélo électrique parce que j'étais convaincu du vélo électrique. Et puis, en fait, il n'y avait rien qui me plaisait sur le marché. Donc, tous les deux, on s'est mis derrière cet écran et puis on a dessiné, enfin, surtout lui, mais avec mes codes que j'avais en tête. Et puis, on a créé un vélo de nos rêves. Et puis, on s'est dit, et si on le fabriquait ? Voilà. Et en fait, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est cette innocence, en fait, parce qu'on n'était pas du milieu. Ah, c'est je pense qu'on l'aurait jamais fait sinon. Parce que c'est quand même compliqué. Fabriquer en France, c'est très très compliqué. Vous savez, c'est là, alors pour le coup, on est sur la tarte à la crème de toutes les tartes à la crème. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Voilà le truc. Sauf que non. On est sur Bismart. On peut pas dire qu'il est made in France. Ton groupe de propulsion, il est pas made in France. Pas encore. Ton moteur, c'est quoi? C'est un Bosch? C'est un Shimano. C'est un Shimano. Japonais. Le groupe de les freins, c'est des Shimano. Les disques, c'est du Shimano. Alors ça a changé depuis, c'est plus du Shimano, mais donc on est sur de l'Europe quand on peut ou du France quand on peut. On a tout changé, mais on a une démarche quand même qui est volontaire, mais on peut pas tout faire en fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais on peut même pas faire grand chose. Qu'est-ce que tu peux faire exactement, puisque c'est là-dessus là, militant de la relocalisation, hein, voilà. Alors qu'est-ce que tu peux faire exactement? Voilà, on voit l'atelier là où on soude un cadre en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. 50 heures de travail par vélo. Donc c'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Personne fait ça. Non. Au niveau financier, c'est juste une aberration. Mais nous, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout. On n'en fait que 120, 150 par an de ce modèle-là. Donc c'est très limité. Ouais. Donc du coup on se fait plaisir. Non, remettez-nous la soudure. Moi j'aime bien l'atelier de soudure là. Voilà, c'est de la vraie industrie ça. Ouais. C'est fabriqué dans un atelier près des Pyrénées. La fibre est vers Limoges et en plus c'est de la fibre de lin. Et même la fibre de lin, on va même plus loin, c'est-à-dire que à la base c'est un procédé qui équipe les Formule 1 McLaren. C'est un procédé de fibre de lin mais qui est tissé, c'est exceptionnel. Et c'est le seul vélo qui fait ça. Et en fait le lin qui est récolté, il est récolté à moins de 300 km de là où on fabrique. Mais oui. On va jusqu'au bout. Mais oui. Tout ce qu'on peut. Alors mais on peut pas tout faire aujourd'hui. Non, mais juste je dis un mot sur le lin parce que je pensais pas que. Mais ça fait partie effectivement. Dieu sait que nous on milite pour défendre le système, mais d'une des aberrations du système, c'est-à-dire le lin. La Normandie est une région qui produit du lin, mais absolument magnifique. Boum, qui part en Chine et qui revient ensuite sous forme de produits transformés. Là, on se dit qu'effectivement il y a un sujet. Voilà. C'est ça. Et donc. En gros, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais le cadre. Alors on fait le cadre, on fait tout ce qui est élément, donc la fibre, on fait la bande de cuir qui est dessus. Maintenant la selle, on vient de signer avec un fabricant français près de Mâcon. On fait tout ce qu'on peut. Voilà. Alors après les pneus, on n'y arrive pas. Le moteur, on n'y arrive pas, mais on va y arriver parce qu'il y a bientôt quelqu'un sur le marché qui va arriver. Oh ouais, mais dis donc, le moteur, c'est tellement important dans un vélo électrique. Mais justement, celui qui va arriver, je peux pas le dire parce que ça sera bientôt. On va bientôt pour l'annoncer. Mais ça va être juste révolutionnaire. Il aura une longueur d'avance par rapport aux autres.
Mais il n'aura pas l'expérience. Si, parce que en fait c'est un gros groupe. C'est un gros acteur. Et puis quand il y a un moment, je pense qu'il y a des gens qui savent acheter des compétences. Ah, d'accord. Non, mais si c'est un gros acteur industriel et qu'il engage nous, on l'aurait pas fait nous. Oui, voilà, c'est ça. On l'aurait pas fait nous. Pareil, on parle beaucoup de vélos connectés. Nous, on a volontairement pas voulu faire une deuxième application pour concurrencer Google. On sait pas faire et on saura jamais le faire. Et puis quel est l'intérêt finalement? Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ah oui, ça, c'est une sorte de vélo connecté. Bon, non, on est d'accord. Mais le moteur, voilà. Donc c'est pour ça, je disais, non, je savais pas que Shimano, oui, enfin Bosch, c'est quand même le. Mais par contre, on a utilisé un moteur effectivement standard, un moteur japonais, mais on a utilisé une courroie carbone pour éviter les dérailleurs, parce que nous, on a l'impression que justement par rapport à l'univers moto, un dérailleur à l'ancienne qu'il faut entretenir, qui déraille de temps en temps, voilà, ça nous semble un peu incroyable. Et on a utilisé un moyeu, donc c'est une boîte de vitesse automatique comme une voiture qui rétrograde, qui passe les vitesses de manière automatique. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est un beau produit, c'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est hors de prix? Non, alors en fait c'est le prix d'un VTT haut de gamme ou d'un vélo de course, donc on est un petit peu moins de 9 000 €, mais il y a tout un service premium. Ah oui, ça pique un petit peu, oui. C'est pas le vélo de monsieur tout le monde, on est d'accord, mais on l'assume. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un jour, parce qu'on essaie de livrer nos clients la plupart du temps pour avoir ce lien, et j'avais livré... Comment ça, individuellement, on est 8 associés, et on essaie quand on peut... C'est génial. On va jusqu'au bout de la démarche, et un jour je rencontre donc un de mes clients, je discute avec lui, puis je parle prix, je lui dis, et ça vous a pas posé problème d'acheter ce prix? Il m'a dit, mais moi j'ai une montre, elle vaut 50 000 €. Oui, non mais c'est ça. On est elle donne la même heure. Hein. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. Et puis c'est un vélo qui est vraiment différenciant. C'est-à-dire quand on le voit quelque part dans une. Alors effectivement, on le voit pas à Paris entre deux vélos mal garés, abîmés, etc. Parce que je suis un peu long là, mais là c'est un peu comme Avrel. Je comprends la vanne 5 minutes après. Elle donne la même heure. J'avais pas à percuter. C'est vrai. C'est vrai. Ça roule pareil. Il y a deux roues, effectivement. Mais alors pour le coup, pour un vélo, je vais avoir un tout petit peu plus d'exigence. C'est-à-dire que quand même. T'as pas le droit à l'erreur sur le savoir-faire. Enfin, ça a été toute la difficulté des constructeurs automobiles français sur le luxe, c'est que tu tolères mais rien, absolument rien. Absolument rien. C'est-à-dire que là, on a un niveau de finition sur les soudures notamment. Bon après, moi je suis pas un technicien, mais on voit vraiment la différence. Et puis on a fait un travail énorme en bureau d'études pour intégrer le moteur et la batterie dans le cadre, ce qui fait qu'il y a un centre de gravité très bas. Donc il y a un plaisir de conduire, c'est-à-dire qu'on peut faire 50 km avec plus. Il y a plus de 100 km en autonomie. Mais sans avoir mal au dos, au bras, etc., comme certains vélos qui sont juste des assemblages de pièces d'Asie. Voilà, c'est une démarche. Et puis il y a une livraison premium, il y a plein de choses qui vont avec. Voilà, c'est presque un club. Alors, c'est génial ça. Ça, c'est un truc marketing très très fort, ça, le club. Hein. Nous, on l'a même pas fait alors, ça peut faire astuce marketing, mais on l'a fait naturellement. En fait, on voulait vraiment faire. On est allé jusqu'au bout de la démarche. Après, on a eu la chance, la chance. Et tu feras sur le Covid, mais c'est vrai que ça a accéléré tout. On a parlé vélo d'un seul coup. La mobilité, c'est devenu le phénomène numéro 1. Mais nous, ça se fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Donc en fait, on l'avait fait avant et on voulait déjà être dans cette démarche-là. Donc voilà, ça a juste fait accélérer. Après, je suis pas sûr que ce soit ton gars avec sa montre à 50 000 € qui prenne son vélo pour aller au boulot, quand même. Non, alors je suis pas sûr qu'il soit concerné par l'angoisse du métro, tu vois. C'est clair. C'est vrai que nos clients par exemple, nos clients parisiens, c'est plus pour leur maison au Cap Ferré. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Mais comme une voiture de collection, on va pas au boulot, on va pas dans les embouteillages toute la journée avec. C'est pareil. Mais à un moment, c'est toujours le sujet. C'est ok, on est tous d'accord sur le fait que ce système creuse les inégalités. Mais à un moment, faut faire du judo, c'est-à-dire faut se servir justement de ce problème et de ce défaut comme d'un levier pour faire des nouveaux business et pour inventer ce que tu fais remarquablement. Mais le truc, c'est que t'es éditeur. Oui. Éditeur de bouquins. Alors, éditeur de bouquins du monde de l'entreprise quand même très très majoritairement. Sur le digital, sur le marketing, etc. Se mettre à fabriquer, parce que ça a beau être que 120 vélos, c'est quand même de l'industrie. Ah oui, c'est un métier à part entière. Et puis là, on va même. Mais tu t'as redémarré au début ou ton associé on est reparti à 0. On a mis toutes nos économies. On n'a pas voulu justement que la plupart de nos concurrents ou confrères, on va dire, plutôt font des levées de fonds énormes, parce que c'est par dizaines de millions la plupart du temps sur la mobilité, c'est le mot magique en ce moment. Nous, on n'a pas voulu. On l'a fait plutôt en bon père de famille. On a mis toutes nos économies. On a fabriqué un prototype. On a fait le sourcing, etc. On a sorti les vélos. On a vu que le marché répondait. Non, mais attends.
parce qu'à un moment, le gars avec son fer à souder, enfin, à un moment, il faut aller voir un industriel pour lui demander comment on fait, enfin, et il faut être sûr de tomber sur le bon. Un énorme sourcing, c'était une rencontre humaine et tout. La boîte qui nous fabrique ça s'appelle Milk, les cadres. C'est la contraction de Made in Le Coin. C'est toute une philosophie. Voilà. Et on est dans les Alpes, hein, c'est ça là. Hein, alors, le bureau, la conception, etc., c'est à Annecy, effectivement. Ouais. Mais certaines pièces sont faites un peu partout en France. D'accord. Ah oui, voilà, c'est ça. On peut pas encore. Par contre, on est en train de travailler pour ouvrir un site de production à Saint-Étienne, qui est le berceau du vélo, en mode coopératif. Et là, pour moi, c'est hyper nouveau aussi. Xavier Varnier, donc fondateur de Atelier Héritage Bike, était notre premier invité. Showroom privé à suivre. Voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Et donc on repart les amis, on repart avec Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors il y a écrit la projet d'entreprise à impact, je tiens à dire, parce que vous commencez à être nombreux là. Ça y est, c'est le truc qui démarre. Je tiens à dire que tiens, on va d'abord démarrer là-dessus. Donc Showroom Privé, alors il faut quand même dire quelques mots de Showroom Privé. Je parle sous ton contrôle, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, un chiffre d'affaires, hein, je parle pas volume d'affaires, un chiffre d'affaires. C'est un peu plus. Ouais, c'est ça. 900 personnes. Un peu plus, 1000. Ah ouais, dis donc. Ouais. Faut mettre à jour les infos sur le site internet. C'est ça va très vite. Thierry. Voilà, effectivement. Parce que ça, c'est des infos que j'ai été chercher sur ton site. Hein. Parce qu'on met à jour, comme on est coté une fois par an, ce type d'infos. Ah, c'est ça, avec le rapport annuel. Voilà. D'accord, donc ce sera mis à jour. Exactement, tant voulu. Avec la market cap aussi. On peut dire un mot de ça quand même, ouais. C'est-à-dire, donc il y a eu une cotation en bourse il y a 5 ans, c'est ça 2015. L'histoire tout à fait, 5 ans. Ça a été une boucherie. Ça dépend sur quelle période on regarde effectivement l'évolution du cours, mais ça a été compliqué. On va dire de 2017 à 2019, c'était très complexe. Ouais. Et enfin, t'as une réflexion là-dessus sur peut-être trop vite ou dans un moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était une start-up, on est devenu vite une ETI après une vraie accélération de la croissance. On entre en bourse en 2015, on continue d'accélérer en ouvrant des pays, en ouvrant des nouveaux secteurs d'activité, en investissant dans la marque, en rachetant des sociétés. Et à un moment donné, c'est probablement trop cette course à la croissance parce que derrière, on a une finance pas suffisamment solide, des opérations où on a raté un certain nombre de choix logistiques et un mauvais choix c'est 2-3 ans et donc il faut se repencher un peu, se dire oulala là ça va pas, il faut retravailler à cet endroit, donc on a mis en place un plan de performance, améliorer l'offre, travailler sur la rentabilité, fermer des géographies qui marchaient pas, changer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, de cadres dirigeants notamment pour avoir des gens beaucoup plus opérationnels, un travail sur les OPEX, sur les coûts parce qu'on avait plus grossi que grandi et puis voilà donc c'est un an et demi de Thierry, c'est super intéressant parce que moi je me souviens donc il y a eu je sais plus à un moment il y a eu une annonce qui vous a fait boire le bouillon sur une séance et très franchement t'étais furieux, t'étais hors de toi non mais il faut le dire, je trouve ça génial la façon dont on parle maintenant, furieux de la façon dont la bourse pouvait massacrer une boîte dans des proportions qui n'avaient rien à voir avec globalement ce qui lui était reproché. Voilà. Oui. Sauf que ce dont je me rends compte là, c'est que ça a été un super déclencheur finalement. Ça a été déclencheur. Après, je pense que c'est nous ces années d'investissement fort, quelque part, ça nous a permis de construire une part de marché importante. On est 6e acteur e-commerce en France, on fait un peu plus de 2% de part de marché. Hein. C'est comme des acteurs comme quasiment la même taille que Fnac, Darty en ligne. Donc, et cette taille, elle est importante pour nous, pour faire du business, pour attirer les grands groupes. Si on a les grands groupes de mode, on a les consommateurs. Donc, quelque part, c'est un investissement. Et il y a eu des petits ratés, mais comme plein d'entreprises, créer une entreprise, la développer, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il paraît. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de mettre les bons fondamentaux, de regarder à un moment donné quand il y a des difficultés, d'avoir un vrai plan et de l'exécuter. Et c'est ce qu'on a fait et on en paye les fruits cette année. Et on a un retour à la rentabilité, à la croissance. On gagne les fruits cette année, tu veux dire. On en gagne les fruits, cette année. Ouais, bien sûr, tout à fait. On en tire les fruits. Donc on tire les fruits, voilà. Puis on récolte les fruits. C'est une histoire de 15 ans. Il y a 12 ans de croissance insensée. Il y a 2 ans où on s'endort un peu peut-être avec des mauvais choix et puis après il y a 2 ans de on se pose des questions sur les questions qui sont passionnantes au cœur de notre système économique français puisqu'il t'intéresse beaucoup notre système économique sur l'ensemble de ces startups qui ne passent pas la vallée de la mort, appelez-le comme vous voudrez, qui ne deviennent pas des scale-up. Et face à ça, la cotation en bourse apparaît souvent comme finalement un risque qu'il faut pas prendre, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Moi je réalise un truc en t'écoutant, c'est que si Showroom Privé est encore là aujourd'hui, si Showroom Privé
comme tu me le dis, est en train de récolter les fruits de l'ensemble de votre travail, c'est peut-être parce qu'à un moment la bourse lui a mis une tarte invraisemblable. Alors quoi qu'il arrive, nous on regrette pas la cotation. Ça nous a permis d'accélérer, de faire connaître la boîte au plus grand nombre. Enfin, il y a eu un effet vraiment très positif pour les salariés, pour l'interne. Après, une cotation en bourse, moi je dis toujours à mes petits copains entrepreneurs qui se posent la question de s'introduire, c'est un temps long. Mais c'est comme créer une entreprise. Si vous créez une entreprise pour la vendre au bout de 5 ans, créez pas d'entreprise. Pareil, une entreprise cotée en bourse, c'est pareil, c'est un temps long parce que vous avez des bons quarters, puis des fois des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un mauvais choix ou un truc qui s'est passé. Donc, il faut voir ça sur le temps long. Donc, effectivement, on s'inscrit dans un temps long. On a même réinvesti au capital de chambre privée avec David. On a à tous les deux 50% du capital et on s'inscrit dans une dynamique. Oui, aujourd'hui 50% du capital. Dans une dynamique le reste, de temps long. Du flottant ou il y a d'autres. Le reste, c'est les flottants. Il y a Carrefour qui a 9%. L'idée, c'est effectivement, on considère qu'on est sous-valorisé. Il y a une époque où on cotait 30 ou 40 millions, quand on faisait quand même 600 millions de chiffres. Bon, voilà, parce qu'il y a un moment, il y a un effet. Vous faites 3 bons trimestres, vous êtes un produit rare, tout le monde vous veut, l'offre et demande. À l'inverse, vous faites 3 mauvais trimestres, plus personne vous veut. Je pense qu'on se situe un peu entre les deux. Voilà. Ouais. Et je pense là, il y a 200 millions de market cap. J'ai été voir ça. À un moment, t'es tombé à 40. Ouais, quasiment. C'est ça. Ouais, parce qu'il n'y a plus de rationnel, à un moment donné, vous décevez. Après, c'est compréhensif, parce qu'effectivement, les chiffres sont pas bons. Mais nous, on savait ce que l'on faisait, on savait sur quoi on savait que c'était un temps long, qu'il fallait restructurer, changer des choses. Et quand vous changez toute une équipe de management, quand vous changez votre organisation logistique, c'est pas en un mois où vous avez les résultats. Ça prend 6 mois, un an et demi. Voilà. Après, ça, c'est dur à expliquer au marché. C'est souvent complexe et les investisseurs, effectivement, du milieu coté, contrairement aux private equity, sont dans un temps plus court. Donc, voilà. Maintenant, on est conscient, on regrette absolument pas la bourse et on est dans une dynamique de création de valeur. Et nous, notre façon de marquer la confiance, c'est de réinvestir dans notre entreprise. Alors, c'est génial parce que ça nous amène à ce pourquoi tu es là et ce qui est écrit. C'est projet d'entreprise à impact. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce projet de création de valeur, d'efficacité, de lutte sur le résultat d'exploitation et puis ce projet d'entreprise à impact avec tout ce qu'il porte aujourd'hui? Non, absolument pas. Donc effectivement, on lance un programme qui s'appelle Move Forward. Move Forward, c'est mettre la RSE au centre de l'entreprise. Et pourquoi? Simplement déjà parce que les consommateurs le veulent. On voit des tendances de consommation sur le reconditionné, sur la seconde main, sur le bio, sur le local. Les marques aussi avec qui l'on travaille sont dans des processus d'améliorer leur production, la rendre plus verte, etc. Et puis aussi, il y a un marché qui est là et qui pense que c'est une tendance forte. Donc, on se doit d'aligner un petit peu tous les paramètres. Après, nous, c'est notre histoire. Showroom privé, au début, c'est de vendre des invendus. Donc, quelque part, on récupère des invendus des marques, on va les travailler et on va les remettre en vente. Ouais, enfin, j'ai vu ça sur votre... C'est un peu réécrire le truc quand même. Je comprends, je conçois. 300 000 pièces par semaine qu'on trie, qu'on remet en vente, c'est 15 millions de pièces par an. Au départ de showroom privé, il s'agit pas, t'as pas la RSE en tête. J'ai pas la RSE en tête. Voilà, mais je veux bien que derrière on réécrive le truc en disant tiens en fait ça tombe bien, c'est j'ai pas la RSE. Cependant, ça nous empêche pas quand même de remettre en vente des produits qui étaient destinés à être brûlés ou être. Donc effectivement. C'est quand même une tendance. Pourquoi je dis ça? C'est que effectivement, il y a quelques années, peut-être le déstockage avait une vision un peu négative. C'est une solderie de banlieue. Maintenant, effectivement, on voit la tendance de la seconde main avec des acteurs comme Vinted, mais finalement, la seconde main, c'est des produits qui ne sont pas reproduits pour être vendus. Ouais. Nous, c'est des produits qui ne sont pas reproduits. C'est des produits qui étaient sortis des réseaux de distribution, qui pouvaient partir à la poubelle, être détruits. On les remet en vente. Donc, il y a quand même un axe important et on colle à cette tendance de consommation. Et alors, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si tu travailles avec les grandes marques aujourd'hui de luxe, de prêt-à-porter, etc. Travailler avec showroom privé. Le luxe vient progressivement. Alors on commence à travailler avec des marques de luxe, tout à fait. Parce que c'est quoi? C'est Vestiaire. L'un de vos concurrents, ou on va dire à peu près sur la même sphère que vous, que toi, ne travaillait que avec justement des grandes marques. Je crois que c'est Vestiaire Collectif qui ne travaillait que avec. Vestiaire Collectif était spécialisé effectivement sur de la seconde main de grande marque. Voilà. Et elles avaient beaucoup de mal, ces grandes marques, en fait, à lâcher leur seconde main parce que globalement, il y avait des sujets d'image. Tout à coup, là aussi, tout s'inverse finalement avec la RSE, Thierry. C'est ça le truc. Oui, puis à la fin, c'est le consommateur qui choisit. C'est quand même le consommateur qui se dit je préfère acheter quelque chose avec une empreinte carbone plus basse. Je préfère aller dans un point relais parce que ça coûte moins cher, c'est économiquement meilleur pour la planète en termes de bilan carbone qu'une livraison à domicile. Enfin, il y a vraiment des vraies tendances de fond. À nous, acteurs de la consommation, avec plusieurs millions de consommateurs, de nous adapter. Enfin, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est à nous d'essayer d'écouter ça. Et l'autre point important, la moyenne d'âge de mes salariés, c'est 29 ans. Mais c'est des gens qui sont
extrêmement étonnant parce qu'à la fois ils ont une forme de déconnexion d'entreprise. L'entreprise c'est un objet qui permet de gagner sa vie, mais ils attendent de l'entreprise qu'on leur donne un sens et qu'ils aient un sens. L'entreprise est un objet qui permet de gagner sa vie. Celle-là, je vais te la garder. Celle-là, je vais la ressortir. Ah, c'est une parfaite définition de la façon dont tu vois le truc. Mais c'est pas moi. Non, mais bien moi. sûr, tout le monde l'a compris. Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé. Les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.